thème de notre masterclass porte sur la comptabilité pratique des entreprises au Mali. Avant de me présenter, je vais d'abord présenter notre structure qui est l'Académie des comptables, ce que nous faisons et puis qui nous sommes. Ok. D'abord, l'Académie des comptables est l'initiative de quelques jeunes qui ont décidé de le créer en 2021 à la suite d'une observation qui était le fait que nos grandes écoles, nos universités, nos instituts ne formaient pas les comptables qui étaient demandés sur le marché de l'emploi. Et en fait, ce constat, nous avons jugé nécessaire en tant que praticiens de mettre en place une structure qui va répondre aux besoins du marché, c'est-à-dire former des jeunes comptables qui, dès la sortie de l'université, étaient prêts à l'emploi. Donc, ceci étant dit, de sa création à aujourd'hui, nous sommes pratiquement à plus de 150 jeunes que nous avons formés. Pour ce qui est du taux d'insertion aussi, on peut estimer à peu près 20%. Je sais que nous savons jusque-là les gens qui sont passés par chez nous. Et d'autres aussi ont commencé une carrière d'entrepreneuriat. Ok? Donc, qui suis-je moi-même? D'abord, je m'appelle Mohamed Tangara, à l'état civil. Je suis diplômé d'un bac en sciences économiques et aussi d'un BTD en comptabilité, parce que j'ai fait l'école professionnelle. Ensuite, j'ai fait l'UG où j'ai eu une licence en finance comptabilité et un DUT. Et pour finir, j'ai fait un master à l'ISPIC en audit de contrôle de gestion. Donc, je suis à la fois comptable et auditeur. Pour ce qui est de mon cursus Monsieur Tangara, professionnel, oui, je vous entends maintenant. La connexion était un peu perturbée. Vous pouvez continuer. ok. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, je suis actuellement directeur comptable et financier d'une structure de la place depuis plus de 5 ans maintenant. Nous sommes dans l'import-export et notre produit phare, c'est les marques Force. Peut-être vous l'aurez vu sur le marché, des produits qui portent la marque Force, c'est nous qui amenons cela. Et nous sommes aussi dans l'industrie. Donc, nous fabriquons aussi nos propres produits, surtout des bonbons et puis des produits de consommation. Donc, ça, c'était brièvement ma présentation. Et à côté de cela aussi, je suis dans la formation en tant que cofondateur de l'Académie des comptables, dont je donne partiellement des cours là-bas sur la comptabilité pratique des entreprises, surtout sur les deux logiciels qui sont Sage Comptabilité et Gestion commerciale. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, qui est la comptabilité. Ok? Comme Nandi l'a dit, au fur et à mesure que nous allons avancer, peut-être que vous allez avoir des questions, donc vous allez les mettre au niveau du chat box et à la fin, on va essayer de les répondre. Ok? Donc, je vous prie d'être attentif et puis de suivre à la fin. D'abord, la comptabilité, c'est quoi? Tout d'abord, pour définir la comptabilité, vous devez savoir que c'est un métier qui est réglementé. Ok? Donc, qui dit réglementé parle de contraintes. En ce sens, le comptable ou les comptables n'ont pas le droit de faire tout ce qu'ils veulent, mais de faire ce qui est demandé, que ce soit par la réglementation ou bien par l'entreprise qui les embauche. Pour cela, nous allons dire que la comptabilité est tout d'abord un travail d'observation par un individu qu'on appelle le comptable. Okay? Ce travail d'observation consiste à faire quoi? Ça consiste à traduire les faits observés dans un langage purement comptable ou codifié qu'on va appeler compte. Okay? Donc, vous devez savoir que chaque domaine, chaque profession a son langage propre à lui. Dans la comptabilité aussi, c'est pareil. Si j'ai dit tout de suite 521, ceux qui ont fait la comptabilité seront
que je parle de banque. Si j'ai dit 411, ils sauront que je parle de clients. Si j'ai dit 601, ils diront que c'est achat des marchandises. Donc, ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu la codification qui est donnée à la comptabilité. Mais on va en venir. Donc, après cela, comme on a dit que c'est d'abord un travail d'observation par un professionnel qui s'appelle le comptable, ce comptable doit être qui? Est-ce que n'importe qui peut être comptable? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le comptable, d'abord, c'est un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui a l'agrément ou qui a les diplômes requis pour exercer la profession comptable, c'est-à-dire un diplôme. Et au Mali, le diplôme minimum exigé pour pratiquer la profession, c'est le CAP. Donc ça, c'est le diplôme de base. Il faut avoir d'abord le CAP pour exercer la profession comptable. Okay? Donc, le comptable, c'est le professionnel qui fait ses analyses et qui fait ses interprétations. L'interprétation des faits que lui, il observe au sein d'une entreprise ou d'une société. Okay? Sinon, ça n'aura pas d'importance. Par exemple, le comptable qui s'assoit dans la rue et observe les faits et gestes qui sont là-bas, ça ne va pas lui servir à quelque chose. Donc, il faut que ça soit dans un cadre vraiment réglementé, un milieu, un environnement propice qui est pour nous l'entreprise ou une société. En termes généraux, on dira les entités, parce qu'on va voir que la comptabilité ne se limite pas qu'à ça. Okay? Mais la comptabilité doit être faite dans un milieu bien précis. Okay? Donc, une fois que le comptable fait ses travaux, c'est-à-dire que observer, analyser, traduire, donc la finalité même c'est quoi? C'est ce qu'on va voir, vu que la comptabilité c'est d'abord la finalité, le pourquoi on le fait. C'est ça même qu'est la comptabilité. Si vous connaissez cela, vous allez comprendre la comptabilité à 90%. Donc, à la fin de l'année, le comptable qui a observé les faits, qui les a traduits et les inscrits, donc va faire ressortir à travers tout cela un état qu'on va appeler compte annuel. Ces comptes annuels, c'est ceux qui vont lui permettre de déterminer si l'entreprise a réalisé un bénéfice qui est la raison d'être de l'entreprise ou si l'entreprise a essuyé des pertes. Parce que le contraire aussi peut arriver. Okay? Par exemple, au moment du Covid, beaucoup d'entreprises ont fermé parce qu'il y avait des contre-performances. Donc, ces cas peuvent arriver. Mais ça, c'est pas le souhait ni le but de la création d'une entreprise. L'entreprise est créée pour créer de la richesse. Okay? Donc, c'est un peu ça. Donc, je vais un peu aller de l'avant, toujours dans le sillage de la comptabilité, surtout générale, parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs types de comptabilité. Parmi ces comptabilités, nous pouvons citer la comptabilité analytique, nous pouvons citer la comptabilité générale, nous pouvons citer aussi la comptabilité budgétaire. Et chacune de ces comptabilités a son importance à part entière. Mais très généralement, toutes ces comptabilités sont liées de part et d'autre. Okay? Et toutes prennent leur source au niveau de la comptabilité générale. Donc, l'objet de notre masterclass portera sur la comptabilité générale. Donc, on dira que la comptabilité, d'abord, c'est une notion d'obligation, comme je l'avais entamé, qui part d'obligation et part de contrainte, okay, de réglementation. Cela veut dire que on ne peut pas se lever un beau jour pour dire qu'on va entamer ou bien on va mettre en place notre propre comptabilité. Donc, on est obligé de se fier à quelque chose. C'est pas tout. D'obligation aussi, ça répond à certaines questions. L'entreprise appartenant à des individus, donc eux peuvent demander à ce qu'il y ait un comptable pour qu'ils puissent savoir comment se passe la vie de l'entreprise. Donc, c'est ici que nous allons voir d'abord une obligation communautaire. Vu que nous sommes au Mali, le Mali n'a pas sa comptabilité propre à elle, à part entière, non. Le Mali fait partie d'une communauté qui est l'OHADA, donc c'est le droit OHADA qui régit la comptabilité au Mali et dans les pays membres de l'OHADA. Okay? Donc, cela veut dire que dès que le Mali a ratifié les textes de l'OHADA, automatiquement la tenue de la comptabilité devient obligatoire sur toutes les entreprises évoluant au Mali d'emblée. Vous allez voir aussi que les textes à l'interne aussi parlent de cela. Et si nous essayons de voir le code général des impôts, vous allez voir que la tenue de la comptabilité est obligée là-bas. Okay? Donc, une obligation légale aussi. Après communautaire, il y a légal. Légal, c'est quoi? Ça, c'est au niveau interne.
Le premier, c'était à l'international. Communautaire, ça, c'est à l'international. Deuxième, qui est légal, ça, c'est à l'interne, au Mali ici. Donc, je parlais du Code général des impôts. Donc, ça, c'est un droit purement positif malien. Donc, qui a été élaboré ici au Mali, qui va régir la comptabilité au Mali. Donc, il peut y avoir, dans cela, des décrets qui sont pris par le président ou des ordonnances interministérielles et tout. Donc, et ces décrets, ces ordonnances sont vraiment fréquentes. Souvent, les gens ne le voient pas, mais tout de suite, l'État qui a besoin de liquidité, surtout au Mali, on sait que nous connaissons un moment où il y a beaucoup de coupures de courant. Même actuellement, le courant est coupé chez nous ici. Donc, vous allez voir que l'État a des problèmes de liquidité. Donc, il a un besoin d'argent. Donc, tout de suite, le président peut prendre un décret pour dire que, bon, on a besoin de tel montant rapidement. Donc, et les impôts vont se mobiliser pour le faire rentrer d'une manière ou d'une autre. Donc, vous allez voir que peut-être à l'importation, les prix vont gonfler là-bas. Donc, une fois que c'est gonflé, l'effet va continuer. Donc, il y aura un peu, les prix aussi vont augmenter. On a vu avec le cas du sucre, qui était à 600 aujourd'hui, qui est à plus de 800 dans certains endroits. Donc, vous voyez un peu. Donc, la comptabilité, c'est un peu ça. Donc, ça rentre même dans la vie politique. OK? Donc, les pouvoirs politiques aussi ont un regard sur la tenue de la comptabilité. Après cela, après la notion d'obligation communautaire et légale, on peut parler aussi d'obligation managériale. Pourquoi managériale? Parce que qui parle de gestion d'entreprise parle de décision. Or, on ne peut pas prendre des décisions sans qu'on n'ait pas une base avec laquelle on peut se référer. OK? Donc, cela oblige le manager d'entreprise à tenir la comptabilité afin de se situer, voir si réellement les objectifs qui ont été fixés sont en train d'être réalisés comme il se doit, ou bien s'il y a des écarts. Donc, c'est la comptabilité qui permet de faire cela, surtout la comptabilité générale. À côté de cela, il y a la comptabilité budgétaire pour voir réellement si les prévisions ont été atteintes ou pas. Donc, ça, c'est un peu ça, la notion d'obligation en termes de comptabilité. Donc, il y en a trois, il peut y avoir plus, mais on va retenir que trois. Communautaire, ça veut dire qu'à l'international, si nous appartenons à une communauté, légal, qui est à l'interne, c'est-à-dire dans le pays même en question, et managérial, qui porte sur les entreprises elles-mêmes en question. Okay? Donc ça, c'était un peu la notion d'obligation. Donc, je continue. Maintenant, qui parle de notion d'obligation, comme je l'ai dit, c'est les contraintes. Donc, contrainte veut dire ici droit. Okay? Donc, pour cela, on va retenir deux notions fondamentales. Le droit à l'interne et le droit à l'international. C'est-à-dire que les textes qui régissent notre comptabilité ici au Mali et à l'international. D'abord au Mali, il y a le Code général des impôts. Le Code général des impôts, c'est notre livre de référence en tant que comptable au Mali ici. Donc, c'est le livre que tout comptable doit lire et comprendre. Parce que sans cela, vous ne pourrez pas savoir quelles sont vos obligations fiscales. On va voir un peu ça devant. Okay? Donc, à côté du Code général des impôts, nous avons aussi le livre des procédures fiscales. Le livre des procédures fiscales, il vient accompagner le Code général des impôts. Le Code général des impôts va prévoir en quelque sorte l'ensemble des impôts et taxes à payer au Mali. Et dans le livre des procédures fiscales, donc c'est un peu élargi là-bas, c'est pour montrer comment calculer, c'est-à-dire comment percevoir l'impôt, c'est-à-dire au niveau des entreprises. Okay? Donc, ces deux documents sont vraiment indispensables pour tout comptable, donc vous devez chercher à comprendre et à exploiter. Okay? Et en l'international aussi, nous avons un acte qu'on appelle l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et GUE. Donc, c'est l'acte qui régit le droit des entreprises ou des sociétés. Parce qu'on ne peut pas s'élever et créer comme ça son entreprise. Donc, vu qu'on appartient à une communauté, donc il faut se référer aux obligations de cette communauté-là. Donc, il y a ce acte-là qui va dire si aujourd'hui vous voulez créer, par exemple, une SARL, qu'est-ce que vous devez faire, quel est le capital minimum que vous devez avoir, quelle est votre qualité en tant qu'apporteur de capital, ainsi de suite. Et c'est dans ce acte-là que tout sera défini. OK? Tout cela parce que il y a eu une uniformisation sur auparavant, le Mali aussi avec son droit qui portait uniquement sur les sociétés commerciales. OK? À côté de l'acte uniforme,
Nous avons aussi l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière et fiscale ADA. Donc, c'est l'acte le plus important. Ok? Donc, connaître ce acte-là, c'est vraiment non négociable pour un comptable. Parce que on va, tous les comptables connaissent le fiscal ADA, mais le fiscal ADA, c'est quoi en réalité? C'est un acte uniforme. L'acte uniforme, ça veut dire que c'est l'acte qui est commun à tous les pays membres de l'espace en question, qui est OADA pour nous. Donc, cela veut dire que c'est le même acte que nous allons retrouver en Côte d'Ivoire, au Niger, au Burkina, parce que nous appartenons tous à la même communauté. Ça veut dire que si je suis comptable ici au Mali, donc je peux être comptable en Côte d'Ivoire et travailler comme si j'étais au Mali. Okay? Ce qui va changer un peu, ce seront les dispositions au niveau interne. Par exemple, le code général des impôts de la Côte d'Ivoire n'est pas le même qu'au Mali, n'a pas les mêmes taux. Par exemple, au Mali, ici, le taux d'imposition de société, c'est 30%. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, c'est vers les 40% comme ça. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu élevé. Vu qu'il n'y a pas encore une uniformisation au niveau de la fiscalité dans l'espace OADA. Ils ont quand même pu uniformiser la comptabilité, mais ce qui est de la fiscalité, ça reste toujours sujet à discussion. Okay? Donc, ces textes, comme je disais, c'est le texte indispensable pour tout professionnel, que vous soyez comptable ou bien directeur d'entreprise. Donc, vous devez connaître ce texte-là, okay? Surtout pour les comptables. Parce que les directeurs d'entreprise ne sont pas des comptables. Donc, vous, en tant que professionnel comptable, vous devez l'avoir, le comprendre et les expliquer. Parce que la vie même de la société tourne autour de ces choses-là. Okay? Donc, on verra que parmi ces deux textes, c'est-à-dire à l'interne et à l'international, donc, il y a une notion de supralégislatif. Le supralégislatif en droit, c'est quoi? Vous savez que le droit international prime sur le droit interne. Le droit international est supérieur au droit interne. C'est ce qu'on veut dire par là. Cela veut dire que s'il y a des dispositions contraires dans l'OADA, c'est-à-dire qu'un texte qui dit, par exemple, toute entreprise dans l'espace OADA doit tenir la comptabilité et qu'au Mali, il y a un texte qui dit que non, la comptabilité est facultative, automatiquement, on va laisser pour le Mali prendre pour ce qui a été dit dans l'OADA. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça, la notion de supra-législatif. Okay? Donc, la comptabilité, sachez que c'est un métier qui est très, très réglementé. Donc, sans les textes juridiques, c'est pas facile pour un comptable de s'en sortir. Tu peux être un bon comptable, c'est-à-dire maîtriser les comptes, mais tant que vous ne maîtrisez pas aussi le côté juridique, vous serez toujours dans la difficulté. C'est pourquoi il y a un célèbre écrivain qui dit que la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. Donc, le droit, c'est que c'est purement français. L'algèbre, c'est les chiffres. Donc, or que la comptabilité travaille avec des chiffres de 1 jusqu'à 9 comme ça. Vous voyez un peu. On continue. Monsieur Tazara, Maintenant, excusez-moi. oui, Nandi. S'il vous plaît, chers auditeurs, vous pouvez mettre vos questions dans le chat box. Je viens de mettre un message disant que vous pouvez mettre vos questions. Donc, vous pouvez les poser dans le chat box et après, je vais les soumettre à l'intervenant pour qu'on aille rapidement. Ok, vous avez la parole. Merci. D'accord. Donc, on parlait de notion d'obligation. Cette fois-ci, on va parler de notion d'entité. Parce que j'ai dit que la comptabilité doit être faite dans un environnement bien précis. Donc, j'ai cité par exemple l'entreprise ou les sociétés. Et il y a un terme qui englobe tout cela, qui est l'entité. L'entité, ça englobe les entreprises, les sociétés, les petites et moyennes entreprises, et tout en fait. Donc, on va parler ici de notion d'entité. Ok? Donc, l'entité regroupe, comme je le disais, même les personnes physiques. Parce que vous allez voir qu'il y a des personnes physiques et il y a des personnes morales. Par exemple, vous et moi, nous sommes des personnes physiques. Okay? Par contre, Orange, la société Orange est une personne morale. Parce qu'on ne peut pas toucher physiquement Orange. Mais on peut quand même voir les gens qui possèdent Orange. Vous voyez, les dirigeants, les actionnaires et tout. Donc, ça, c'est la différence entre personnalité physique et morale. Donc, très généralement, qu'est-ce que les personnes physiques peuvent créer en tant d'entité? Et ils peuvent créer des entreprises individuelles. Donc, qui est le cas le plus répandu même. Par exemple, si nous essayons de prendre l'écosystème malien, donc nous allons voir qu'il y a plus d'entreprises individuelles que de sociétés. Parce que les sociétés n'appartiennent pas qu'à une seule personne, ça appartient à plusieurs personnes. Or que l'entreprise, c'est purement individuel, ça appartient à celui qui l'a créé.
Ok? Donc, vous allez voir qu'il y a ses avantages et ses inconvénients. Donc, à côté des personnes physiques, nous avons les personnes morales, comme je disais. Donc, ces personnes morales, c'est l'association des personnes physiques pour créer une entité qui va posséder une personnalité qu'on va appeler morale, maintenant une personnalité juridique. Ça veut dire que vous et moi, on peut s'associer tout de suite pour créer une société qui sera une personne morale, qui va nous représenter. Ok? Donc, ces personnes morales, une fois que créées, on peut avoir dans cela des sociétés de personnes. C'est-à-dire que si on se décide de créer une société de type personnalité morale, on peut créer une société de personnes. Donc, qui va prendre en compte nous, notre propre titre. C'est-à-dire que ce que nous-mêmes sommes, notre profession en quelque sorte. Par exemple, les sociétés de personnes par des gens qui sont dans le commerce, les commerçants. Cela veut dire que si vous n'êtes pas commerçant, vous n'êtes pas à la qualité de commerçant, vous ne pourrez pas créer une SNC ni une SAS parce que vous n'avez pas la qualité requise pour le faire. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle de société de personnes, ça fait allusion à ça fait allusion au titre personnel même de celui qui crée l'entreprise. Très généralement, ce sont les commerçants qui créent les SMC. SMC, c'est les sociétés en non collectif. OK? À côté des sociétés de personnes, nous avons les sociétés mixtes, qui est le plus reconnu, c'est les SRL. OK? Mais par habit de langage, nous allons mettre ces sociétés mixtes dans le lot des sociétés de capitaux, aux côtés des SA. OK? Donc, le slide qui va suivre, nous allons parler de ces deux sociétés-là. OK? Donc, toutes ces personnes, c'est-à-dire les sociétés, que ce soit sociétés de personnes mixtes ou de capitaux, peuvent créer des GUE ou des sociétés en personnes. Donc, ces GUE sont des sociétés qui sont là pour venir, si on peut le dire comme ça, en aide aux sociétés mères en question. Donc, c'est comme s'ils sont là juste pour développer la société mère qui est là. Vous voyez un peu. Donc, la différence fondamentale de ces deux types de personnes, c'est-à-dire des personnalités physiques et morales, c'est au niveau de la personnalité juridique. Quand on dit personnalité juridique, ça fait allusion maintenant au patrimoine. C'est quoi le patrimoine? Le patrimoine, c'est ce que possède l'entreprise et ce qu'il doit en termes de dette. C'est ça le patrimoine. Maintenant, quel est l'inconvénient pour les sociétés de personnes? Tout de suite, un entrepreneur individuel, c'est-à-dire que qui possède lui-même son entreprise en individuel, lui, sa poche et la poche de et la trésorerie de l'entreprise ne sont pas distinctes. Cela veut dire qu'en cas de litige, par exemple, s'il a contracté des dettes avec ses fournisseurs qu'il n'arrive pas à payer, ces fournisseurs peuvent se retourner directement contre lui pour saisir ses biens afin de se faire payer. Parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas de distinction entre lui, ses propres fonds et les fonds de l'entreprise. Par contre, si c'est une société morale, automatiquement, il y a d'emblée une distinction. Donc, cela veut dire que, en cas de problème, les créanciers ne peuvent pas saisir les biens des propriétaires de cette entreprise-là. Même si ce sont des multimilliardaires et que l'entreprise a des difficultés qui n'arrivent pas à payer les créanciers, ils ne pourront pas toucher aux biens de ces personnes-là. Donc, c'est pourquoi il est important, dans la création de l'entreprise, de connaître ces choses-là. Ne pas confondre sa poche avec celle de l'entreprise et aussi différencier la personnalité juridique de la personnalité morale et de la personnalité physique qui est là. Parce qu'en cas de litige, vos biens que vous avez acquis même en dehors de votre activité pourront servir à payer les dettes des créanciers. Donc, comptablement, on ne va pas conseiller vraiment aux gens de créer des entreprises individuelles, surtout si c'est des entreprises un certain impact. Est-ce que vous me recevez bien, Nandi? Je vous reçois. Est-ce que vous recevez bien, D'accord. Monsieur Tata? Je vais mettre un message dans le chat box. Je m'adresse aux auditeurs. Voilà. Et si vous ne le recevez pas, D'accord. vous le mettez dans le chat box. Ok, vous avez la parole. D'accord, je continue.
Donc, toujours, on va continuer avec la notion d'entité. On va maintenant parler des sociétés de capitaux. On a parlé des sociétés de personnes. Donc, nous avons ici les sociétés à responsabilité limitée, communément appelées les SARL. Ok? Donc, cela veut dire que dans l'espace OADA, si on se décide tout de suite de créer une SARL, quel accord devons-nous faire et aussi quelles sont nos obligations? Donc, pour créer une SARL au Mali ou en global dans l'espace OADA, il faut avoir au minimum 1 million comme capital social. Donc, si je me lève aujourd'hui, parce que vous avez vu que c'est pas conseillé de créer des entreprises individuelles parce que la création d'une entreprise individuelle est très facile. Ça ne demande même pas de capital minimum. Donc, vous pouvez vous lever aujourd'hui, créer votre entreprise individuelle. Mais par contre, si c'est une société, donc vous êtes obligé de vous soumettre à certaines obligations. OK? À commencer par le capital social. Donc, aujourd'hui, si vous voulez créer une SARL, donc vous devez amener au minimum 1 million de francs CFA comme capital. OK? Et la valeur de ce capital-là, c'est-à-dire que la valeur unitaire de ce capital ne doit pas être inférieur à 5 000 francs. Parce que le capital sera divisé en parts sociales égales. Donc, une part ne doit pas être inférieure à 5 000 francs. La part peut gonfler. Par exemple, si l'entreprise prend de la valeur au fur du temps, donc la part peut aller même à 10 000. Okay? Mais c'est pas possible de créer avec une cote qui est inférieure à 5 000, par exemple 4 000 comme ça. C'est pas possible. Okay? Donc, les personnes qui créent aussi une SARL ont la qualité d'associés. Oui, ont la qualité d'associés. Vous verrez qu'au niveau des SA, ils sont appelés des actionnaires. Mais au niveau de SARL, ils sont appelés des associés. Et la personne en charge de la vie courante des entreprises ou des sociétés à responsabilité limitée sont des gérants. Qui peuvent être un gérant associé ou non. Le gérant associé, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il est propriétaire de l'entreprise ou de la société et c'est lui aussi qui gère la société. Donc, il sera appelé un gérant associé. Okay? Donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs contraintes. C'est-à-dire que si vous créez votre SARL tout de suite, vous ne pourrez pas gérer le poste de dirigeant de cette entreprise au-delà de 2 ans si vous êtes nommé dans les statuts. C'est-à-dire qu'au moment de la création, on dit par exemple spécifiquement, Monsieur X, vous êtes le dirigeant de cette entreprise pour 2 ans. Donc, dans ce cas, au bout de ces 2 ans, automatiquement, il sera démis de ses fonctions et ils vont maintenant chercher un autre dirigeant. Okay? Mais par contre, si cette nomination s'est faite après la constitution de la statut, donc ça prend maintenant 4 ans. Que vous voyez. Donc, ça, c'est un peu la différence fondamentale. Donc, pour ce qui est du contrôle des SARL, le contrôle sous-entend la nomination d'un commissaire aux comptes. Vous voyez, dans les entreprises individuelles, il n'y a pas cette obligation-là. Dès que c'est une SARL, donc, la nomination d'un commissaire aux comptes devient obligatoire si l'entreprise atteint certaines proportions, comme lorsque le capital va dépasser, par exemple, les 10 millions. Automatiquement, il faudra nommer un commissaire aux comptes. Et si aussi le chiffre d'affaires vient à dépasser 250 millions, si je ne me trompe pas, donc vous êtes obligé de nommer un commissaire aux comptes, ou bien si l'effectif permanent dépasse 50 personnes, donc vous êtes obligé de nommer un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes, c'est le professionnel agréé par l'État qui va avoir un droit de regard sur ce que vous faites afin de certifier vos comptes. Parce qu'on ne peut pas débourser les états financiers sans que ça n'a pas été visé par un commissaire aux comptes. Okay? Mais si ces conditions ne sont pas réunies, donc la nomination du commissaire aux comptes n'est pas obligée parce que ça devient un coût pour l'entreprise. Un peu. Donc, ça, c'était un peu les caractéristiques de création d'une SARL. Maintenant, pour ce qui est de la SA, donc c'est pratiquement similaire, sauf que pour créer une SA Mali, il faut avoir au minimum un capital de 10 millions. Vous voyez un peu. Et la valeur des actions doit être égale ou supérieure à 10 000 francs. Dans le cas des SARL, c'est 5 000, mais pour une SA, c'est 10 000 francs. Donc, le capital est divisé avec la valeur numérique pour donner le nombre de parts
Donc, vous pouvez avoir 50-50 ou bien 60-40, ainsi de suite. Ça dépendra du nombre d'actionnaires qui détiennent ce capital-là. Okay? Et la qualité des personnes qui détiennent ou qui gèrent l'entreprise sont appelés des actionnaires. Okay? Et pour ce qui est de la gestion, on a vu que dans les SARL, c'est un gérant qui est là. Okay? Mais dans les SA, c'est pas un gérant. Il y a un conseil d'administration ou un administrateur général. Donc, le conseil d'administration est composé d'un président du conseil d'administration, un PCA, et aussi d'un directeur général. C'est-à-dire qu'il y a le président du conseil d'administration, mais il y a aussi le directeur général. Okay? Donc, le PCA, lui, ne vient que lorsqu'il y a des réunions ordinaires ou extraordinaires. Le directeur général, lui, s'occupe de la vie courante de l'entreprise. C'est pourquoi vous allez voir souvent, vous allez voir le titre de PDG, président et directeur général. C'est-à-dire qu'il est le président du conseil d'administration et il est celui qui gère la vie courante de la société. Donc, lui, il cumule les deux fonctions à la fois. Vous voyez? Mais très généralement, les gens pensent que le PDG, ça veut dire que c'est lui-même qui est le propriétaire de la société. Alors que c'est pas ça. C'est juste un titre pour dire que il est non seulement le président du conseil d'administration, et aussi c'est lui qui gère la vie courante de la société. Donc ça, c'était un peu les caractéristiques de création d'une société, et que ce soit SARL ou SA. Comme je l'ai dit, toutes ces informations, on les trouve où? Dans l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et GUE. Donc, si vous voulez créer une entreprise ou une société, quelle qu'en soit sa forme juridique, si vous lisez ce document, vous allez voir quelles sont vos obligations et obligations comptables, mais pas fiscales, parce que la fiscalité n'est pas uniformisée dedans. Voilà. Donc, on continue. On a un peu ébauché la comptabilité. On a un peu parlé là-dessus. Mais de façon pratique, c'est quand même la comptabilité. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Okay? D'une manière purement pratique, on va dire que la comptabilité est un système d'organisation, de traitement de l'information qui va nous permettre d'établir les états financiers conformément au droit comptable en vigueur. Okay? On a souligné les mots clés en rouge, donc on va revenir sur ça. D'abord, un système d'organisation, traitement de l'information, état financier. Donc ça, ce sont les mots clés pour définir la comptabilité. On verra c'est quoi un système d'organisation, c'est quoi le traitement et les états financiers. Pour commencer, on verra le droit comptable. Donc le droit comptable, comme on a parlé depuis le début, le Mali fait partie d'une organisation internationale qui est l'OHADA. L'OHADA, c'est quoi? C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, à sa création à aujourd'hui, l'OHADA compte 17 pays membres. Et voici les différents pays en bas. Donc, c'est-à-dire qu'eux sont tous soumis au même droit que le Mali. Okay? Donc, l'OHADA, c'est l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière dont nous, on se sert pour tenir la comptabilité ici au Mali à travers le référentiel comptable qu'on appelle le plan comptable OHADA. D'autres diront aussi Cisco-OHADA. Parce que Cisco-OHADA, auparavant, il y avait l'OHADA et après, il y avait aussi le Cisco-OHADA. Donc, ils ont fait un cumul. Donc, maintenant, le Cisco-OHADA. Vous voyez un peu. À sa création aujourd'hui, le référentiel comptable qu'on utilise a connu que deux réformes. Donc, la première qui était sa mise en application en 2001 et en 2018, le référentiel a subi des modifications. Donc, on se sert aujourd'hui pour donner le nom du Cisco-OHADA, donc qui est rentré en vigueur en 2018. Okay? Donc, ça, c'est les modifications qui ont été apportées sur notre référentiel en question jusque-là. Donc, je reviens maintenant sur le système d'organisation. On avait dit que la comptabilité, c'est un système d'organisation. Maintenant, qu'est-ce que le système d'organisation? D'une manière théorique, on dirait que l'organisation comptable qui doit être mise en place dans l'entité doit satisfaire à certaines exigences. C'est-à-dire que doit répondre à certaines normes. Okay?
Pour assurer l'authenticité des écritures, vu que la comptabilité, c'est comme je l'ai dit depuis le départ, c'est l'observation des faits. Donc, après l'observation, c'est les transcrire en langage comptable. Donc, en langage comptable, ce sont des écritures comptables, de façon à ce que la comptabilité puisse servir à la fois instrument de mesure des droits et obligations et d'instrument de preuve. La notion de preuve en comptabilité, elle est vraiment pertinente. Parce qu'en cas de litige, c'est avec cet instrument qu'on peut vraiment répondre favorablement devant la justice. C'est pourquoi il est dit en comptabilité, les pièces comptables doivent être gardées pendant au moins 10 ans. C'est-à-dire que si vous avez une facture comme ça, que vous avez en 2023, donc vous ne pourrez pas la détruire jusqu'en 2033. Donc vous êtes obligé de la garder jusqu'en 2033. Si vous la détruisez et qu'il y a un problème, donc c'est vous qui allez payer les pots cassés. Okay? Parce que vous n'avez plus de preuves. Donc la comptabilité, le système d'organisation qui doit être mis en place doit s'assurer de tout cela, c'est-à-dire que de la provenance, de la réception, de la sauvegarde de ces pièces-là, afin que ça constitue vraiment un instrument de preuve en cas de litige. Parce qu'en comptabilité, sans vous mentir, les litiges, ça ne finit jamais, surtout avec les impôts. Donc, il est important de garder toutes les pièces comptables dans un lieu sûr afin de faciliter les contrôles. Donc, à travers un petit schéma, on va essayer de voir c'est quoi le système d'organisation. Parce que le système d'organisation va au-delà même du simple service de comptabilité. Okay? Au sommet, nous avons d'abord la direction générale. Okay? À côté de cela, nous avons très généralement les DAF, c'est-à-dire la direction comptable et financière. Et après la direction comptable et financière, nous avons le département comptable, c'est-à-dire que où se trouvent les assistants comptables. C'est eux qui font le gros du travail, même des comptables. Le chef comptable, lui, il ne fait qu'imputer, c'est-à-dire que redistribuer les tâches entre différents assistants comptables. Peut-être vous verrez un assistant comptable uniquement qui est chargé du côté des fournisseurs, un autre qui s'occupe que des clients, ainsi de suite. Donc, lui, son travail, c'est vraiment d'attribuer les tâches. Okay? Donc, à côté de la direction comptable et financière, nous avons aussi la direction commerciale pour les ventes. Okay? Il y a aussi, dans la direction commerciale, il y a le département marketing, parce que qui parle de vente, il faut avoir des stratégies de vente en place. Donc, comme le marketing et ainsi de suite, faire la publicité et tout. Donc, après cela, nous avons aussi la direction des ressources humaines, qui est aussi très importante dans une entreprise, parce que c'est eux qui font directement les recrutements pour pouvoir l'entreprise en ressources humaines de qualité. Donc, nous avons aussi la direction logistique et approvisionnement, c'est-à-dire pour acheter les marchandises, acheter ce que l'entreprise aura besoin pour fonctionner. Donc, ça, c'est ce que font directement la direction logistique et approvisionnement. Donc, et nous avons aussi le secrétariat, c'est-à-dire l'accueil. Donc, ça, c'est un modèle standard. C'est-à-dire que c'est pas obligé. Vous ne ferez pas ça dans toutes les entreprises que vous allez fréquenter. Peut-être que ça sera plus développé ou bien moins que cela. Mais ça vous donne déjà une idée de ce que est même l'architecture même d'une société. Car si vous prenez, par exemple, un organigramme, vous savez déjà qui est au sommet, qui est en bas de la hiérarchie. Quels sont les liens de subordination. Par exemple, si vous regardez bien la position des directions, vous allez voir que le département comptable est plus proche de la direction générale que les autres directions. Parce que c'est la direction comptable et financière qui remonte l'information au niveau de la direction générale. Mais c'est pas l'information brute, c'est l'information synthétique, c'est-à-dire que les retraités. Parce que les autres ne font que amener l'information brute, dans la comptabilité traduit ça, analyse ça pour le rendre plus compréhensible. Donc, et ensuite le soumet au niveau de la direction générale. Donc, c'est pourquoi ici on dit que la direction générale c'est le centre de commandement, donc qui va distribuer les rôles et aussi les objectifs à atteindre. Par contre, la direction comptable, lui, c'est le centre de contrôle. Donc, il y a un regard sur toutes les autres directions et départements. Donc, eux tous feront un compte rendu à la direction générale. En tout cas, tout ce qui concerne les flux financiers, et ils sont obligés de faire un rapport
un compte rendu à la direction comptable et financière. Donc ça, c'était un peu l'organigramme. Donc nous sommes tous dans le sillage du système d'organisation et de façon plus simplifiée, on verra que le système d'organisation part de la réception des pièces comptables qui est la matière première même de la comptabilité, l'information comptable. Okay? Donc, une fois que les pièces viennent, il y a le secrétariat qui fait la réception. Dès qu'il reçoit, donc ils vont maintenant procéder à l'enregistrement, à des vérifications de ces pièces-là. Donc, vérifier pour voir s'il n'y a pas d'éventuelles erreurs. Par exemple, si le service courrier ne s'est pas trompé pour déposer une facture qui ne doit pas être déposée dans l'entreprise, vice-versa. Donc, ça, c'est un peu le rôle du secrétariat. C'est-à-dire que retraiter d'abord l'information et maintenant la communiquer au service comptable. Parce que les informations, comme les factures et tout, doivent toujours être communiquées au service comptable. Mais dans les grandes sociétés, les sociétés bien organisées, on ne peut pas venir comme ça et puis s'adresser directement à la direction comptable. Il faut passer par le secrétariat. Après cela, ils vont remonter l'information au niveau du service comptable. Donc, ça, c'était un peu le système d'organisation. Donc, toutes ces procédures, on les voit dans un manuel qu'on appelle les manuels de procédure interne. Et ces manuels de procédure interne dans l'entreprise, on peut citer la fiche descriptive des postes, l'organigramme que nous avons vu précédemment et le règlement interne. Donc, tout de suite, si vous venez d'être embauché dans une société ou dans une entreprise, qu'est-ce que vous devez faire? C'est de chercher à savoir votre fiche descriptive de poste. Par exemple, si on vous recrute en tant que comptable, c'est dans le fiche descriptive de poste qu'on va vous dire tel est votre travail. Vous devez par exemple faire les salaires, vous devez par exemple tirer les relevés d'échéance clients, vous devez donner le solde des fournisseurs, ainsi de suite. Donc, c'est dans ça qu'on va vraiment préciser votre tâche à faire. Donc, il est important pour vous de chercher à lire ce document afin de savoir ce que vous devez faire dans l'entreprise. Parce que dans l'entreprise, c'est pas que du bouche à oreille. Par exemple, vous ne pouvez pas venir demander par exemple à quelqu'un, mon ami, c'est quoi mon travail? Il ne faut pas vous le dire comme ça. Peut-être que si vous êtes un peu familiarisé, ça sera un peu plus naturel. Mais si c'est votre premier jour, ça va pas marcher. Okay? Donc, l'organigramme, comme je l'ai dit, c'est pour vraiment déceler les liens de subordination. Donc, pour savoir qui est au-dessus de moi, qui est en deçà de moi, maintenant à qui je dois rendre des comptes et qui doit me rendre aussi des comptes. Donc, l'organigramme, c'est un aperçu même de la vie de la société. Okay? Le règlement interne, c'est comme dans les écoles. Donc, ça va vous dire qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Par exemple, dans le règlement interne, on va vous dire que assurez-vous d'éteindre vos clim à la fin de la journée, lorsque vous allez descendre pour aller à la maison, pour ne pas laisser les clim allumés comme ça. Ou bien, par exemple, si vous êtes dans les banques, on dira que votre tenue vestimentaire, par exemple, si vous êtes dans UBA, on sait que UBA, leur couleur préférée, c'est le rouge. Donc, on vous dira que si vous devez porter une cravate, il ne faut pas que ça soit une cravate blanche ou bien une cravate bleue ou verte. Donc, vous devez porter une cravate rouge. Parce que c'est ça qui est l'identité culturelle même de la société ou bien de la banque. Donc, ça, c'est un peu ça dans les règlements internes qui va vous parler un peu de tout cela. Ouais, un peu. Donc, le système d'organisation, ça englobe tout cela en quelque sorte. Tout ça pour vraiment garantir la fiabilité même de l'information. Parce que l'information doit être fiable et ça doit être aussi remontable. C'est-à-dire qu'on doit savoir d'où vient l'information. Okay? Donc ça, c'était un peu le système d'organisation. Donc on va passer maintenant au traitement de l'information. C'est quoi le traitement de l'information? Le traitement de l'information en comptabilité, ça, c'est même le corps même de la comptabilité. Parce que si la comptabilité est une dissertation, c'est à ce niveau de développement que la comptabilité même ou pas prendre source. C'est-à-dire ce que font les comptables quotidiennement dans l'entreprise. Ça, c'est à ce niveau-là, le traitement de l'information. Donc, ça commence par d'abord la réception des informations, des pièces comptables. On a vu avec le secrétariat que eux, ils reçoivent l'information, ils font leur enregistrement et contrôle et maintenant ils communiquent ces informations-là au service comptable. Donc, dès que le service comptable reçoit ces informations, donc, ces informations peuvent être de nature, par exemple, des factures, des bordereaux de versement, des registres de paiement, plusieurs documents à la fois. Okay? Donc, une fois que cela vient au niveau du département comptable, donc, ils vont maintenant procéder à des retraitements. Ces retraitements, c'est consiste à faire quoi? À dépouiller l'information. Le dépouillement ici, c'est pas comme dans les élections.
Mais le déploiement, c'est un terme comptable qu'on va utiliser ici. C'est de classer l'information en différentes natures. Je prends l'exemple d'une facture. Par exemple, facture EDM. Quand le comptable reçoit une facture EDM, il doit être capable de savoir que c'est de nature achat. Parce que l'électricité, on l'achète. Donc, lui, il ne doit pas faire l'erreur de mettre ce document-là dans les pièces de banque. Parce que c'est une facture. Donc, ce n'est pas une facture de trésorerie. Il ne doit pas être mélangé avec les pièces de banque. Ainsi de suite. Donc, ça, c'est le gros travail du comptable à ce niveau-là. C'est-à-dire que être en mesure de savoir c'est quoi la nature de la pièce que j'ai entre les mains. Ok? Donc, c'est pourquoi on dit que la comptabilité, c'est beaucoup plus un travail d'analyse que tout. Donc, l'analyse, c'est ça qui va vraiment questionner le reste du processus. Donc, allô? Le micro de quelqu'un a activé. Oui, monsieur Kamara, on vous écoute. D'accord, je continue. Donc, une fois que le département comptable reçoit ces informations et arrive à dépouiller, c'est-à-dire à classer chaque pièce dans sa vraie nature, donc, et c'est pas tout aussi par date parce qu'il faudra qu'ils doivent savoir quelle pièce est venue avant telle autre pour faciliter les saisies. Par exemple, si on a 3 pièces qui viennent en même temps, une pièce du premier, une pièce du 5, une pièce du 10, donc la première pièce à être saisie, c'est la pièce du premier, ensuite viendra le 5 et enfin le 10. Donc ça, c'est le classement par nature et par date, ok? Du plus récent, plus ancien. Donc, dès que l'information a été dépouillée, donc on va faire quoi maintenant? On va maintenant imputer ces informations-là. L'imputation ici, c'est le mot-clé même de la pratique comptable. Parce que c'est ça même la traduction en langage comptable. On a dit que depuis le départ que le rôle du comptable, c'est d'observer et puis traduire ce qu'il a vu dans un langage codifié. Donc, c'est ça qui est là. Donc, si je reçois par exemple une facture EDM, donc cette fois-ci, bon, on va laisser facture EDM, on va prendre une facture d'achat de marchandises. OK? Donc, dès que le comptable arrive à détecter que cette facture est une facture d'achat de marchandises, donc, il va maintenant mettre les bons comptes sur cette facture-là. Pourquoi les bons comptes? Parce que la machine n'est pas apte à recevoir la facture en tant que telle. Elle ne va pas la comprendre. Donc, il faut faciliter la compréhension de cette facture-là à la machine. OK? Donc, le comptable va prendre cette pièce-là, il va mettre sur la pièce, par exemple, au débit 601. OK? Ensuite, il va encore mettre sur la facture au crédit 401. OK? Donc, très généralement, c'est cette lecture qu'il va faire, le comptable va faire passer. Achat marchandise, débit 601, crédit 401. OK? Bon, pour ceux qui n'ont pas fait la comptabilité, vu que c'est pas un cours en tant que tel, c'est juste une initiation, donc on ne pourra pas vous dire exactement aujourd'hui pourquoi il faut débiter tel compte et pourquoi il faut créditer tel autre compte. Ça, c'est dans l'information qu'on explique ça aux gens. OK? Ça, c'est une masterclass, donc le seulement retenir que si on a une facture d'achat, donc on débite un compte 400, 600 et crédite un compte 400. OK? Si la TVA aussi, ça vient au niveau du débit. Okay? Et les débits de crédit, c'est le langage comptable, c'est comme les plus et les moins. Okay? Donc, ça, c'est un peu le rôle de l'imputation. L'imputation, c'est là même que si vous tombez sur un comptable qui n'est pas compétent, donc, on pourra mettre en danger la vie de la société parce que au niveau de l'imputation, s'il se trompe à inscrire des comptes qui ne sont pas les vrais, donc tout le reste sera faussé. Parce que les statistiques qu'on fera avec ce compte-là ne vont pas refléter réellement l'image fidèle de la société. Donc, l'imputation, c'est une étape vraiment importante. Donc, c'est 5 étapes. La troisième étape, qui est l'imputation, elle est la plus importante. OK? Donc, dès que la pièce a été imputée, comme on l'a dit, c'est la traduction de l'opération en langage comptable. Donc, on a aussi maintenant la saisie des pièces dans un logiciel. Vous voyez un peu. Donc, auparavant, même actuellement, dans nos écoles, on enseigne la comptabilité toujours à travers le stylo, le cahier. Rarement, on fait la comptabilité pratique dans les écoles. Donc, c'est ce qui nous a poussé à créer l'académie pour initier les comptables dans l'utilisation des logiciels. Parce que c'est avec le logiciel qu'on travaille dans les entreprises. Donc, dès que la pièce a été imputée au débit 601 et au crédit 401, donc, le comptable va maintenant prendre cette pièce, donc saura que
Dans la machine, je vais débiter 601 avec le montant correspondant et je vais créditer le compte 401 avec le montant correspondant et mettre le bon libellé qui est là. Le libellé qui est quoi? Qui est le motif même de la facture, qui est maintenant achat de marchandises. Donc ça, c'est un peu la saisie. Donc, c'est ce même procédé qu'il va utiliser avec toutes les autres pièces. Par exemple, si c'est les pièces de banque, par exemple, encaissement, un client a donné un chèque, par exemple. Donc là-bas, on va débiter le compte 521 et créditer le compte 411 parce que l'argent est rentré. Un peu. Donc, lui, ce travail, c'est d'imputer chaque pièce comme ça avant de faire les saisies. Parce que les saisies, seulement, c'est d'utiliser les comptes qui ont été inscrits sur la pièce en question. Vous voyez? Donc, ça, c'est quotidiennement le travail que font les comptables dans ce thé. Réception, dépouillement, imputer, saisir. Donc, le but, c'est quoi? Le but de tout cela, c'est de vraiment faire en fin d'année les états financiers qui vont vraiment nous informer sur la situation réelle de notre entreprise. Donc, pour le faire, il faut d'abord maintenant analyser les soldes de la balance. Parce que à chaque mouvement, donc, il y aura des comptes qui vont être mouvementés, des flux financiers qui vont venir, des débits et des crédits, et à la fin, il y aura un solde. Par exemple, si on prend le compte 401, qui est le compte fournisseur, très généralement, on doit d'abord le fournisseur, ensuite il y a le paiement. Donc, on va regarder à la fin de l'année combien on doit au fournisseur, par exemple. Ou bien si on ne doit rien. On fait comme ça avec tous les autres comptes. Donc, si cela est fait, maintenant, on va maintenant faire les états financiers. Les états financiers qui comportent le bilan, le compte de l'État, ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est la dernière étape du traitement de l'information. OK? Donc, ça, comme je disais, ça constitue les travaux quotidiens du 1er janvier de l'année jusqu'au 31 décembre de l'année. Parce que l'exercice comptable, c'est sur 12 mois. Okay? Donc, ça ne dépasse pas 12 mois. Ça peut être moins de 12 mois, mais ça ne dépasse pas 12 mois. Donc, à la fin de l'année, on doit obligatoirement faire les états financiers. Mais vous l'avez compris, c'est tout un processus de départ jusqu'à la fin. Donc, s'il y a des anomalies quelque part, donc ça va se répercuter sur le reste de l'opération jusqu'à la fin, jusqu'aux états financiers. Ça, c'est un peu le traitement de l'information. Donc, c'est ce qu'on a essayé de schématiser ici un peu. Donc, au niveau de là, 1, donc ça c'est la réception des pièces. Une fois que ça a été dépouillé, donc il y aura la saisie dans les journaux. Donc, dès que la saisie est finie, on va procéder à certaines analyses, c'est-à-dire en interrogeant les comptes. Par exemple, on va prendre un compte pour l'interroger, pour voir tous les mouvements qui sont faits. Donc, c'est ça qu'on va appeler le grand livre. Après, on a aussi la balance qui va nous montrer uniquement les soldes, qu'est-ce qui reste dans le compte. Donc, dès qu'on a les soldes, vu qu'on ne peut pas directement faire l'état financier, il faudra faire des retraitements. Ça, on va appeler les travaux de fin d'exercice. Donc, une fois que cela est fait, on peut maintenant établir le bilan, le compte de résultat et tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est un peu le schéma technique du traitement de l'information. Donc, enfin, nous avons ici les états financiers. Donc, les états financiers, vous devez savoir que ce sont les documents de synthèse qui informent sur la situation financière des entités. État financier, documents de synthèse qui informent sur la situation financière des entités. Okay? Pourquoi? Situation financière. C'est comme l'être humain. Par exemple, c'est quoi l'état financier d'un humain? Par exemple, ça va être son bilan de santé. Tout de suite, si je vais à l'hôpital faire un bilan, donc ça va ressortir mon état de santé, si je suis bien portant, si je suis malade. Donc, les entreprises aussi ont besoin de savoir en fin d'année s'ils sont bien portants ou pas. Donc, c'est à travers les états financiers qu'ils peuvent le savoir. Okay? Donc, parmi ces états financiers, on va sauter cette étape. Donc, nous avons le bilan, le compte de résultats, le tableau de flux de trésorerie et enfin les notes annexes. Donc, ça constitue le jet complet des états financiers qui a été édicté par le droit comptable OHADA dans son article 26. Okay? Donc, ce sont ces quatre-là. Donc, on dit que c'est un tout qui est indissociable. Donc, vous ne pourrez pas fournir un et laisser les autres. Donc, vous les fournissez l'ensemble en même temps. Donc, ça, c'était un peu des états financiers. La définition, système d'organisation, traitement de l'information, établissement des états financiers. Donc, sans plus tarder, vu qu'il ne me reste pas encore beaucoup de temps, donc, on va voir c'est quoi le bilan. Le bilan, comme je le disais, comme un être humain, le bilan, ça fait ressortir ce que tu es à un instant T. Par exemple, si j'ai fait mon bilan de santé aujourd'hui, ça va montrer que je suis bien portant. Ou si je suis malade. Mais un mois après, si j'ai refait le même bilan, ça va me donner un autre résultat. Si j'étais malade et que je continue à prendre
les médicaments qui m'ont été prescrits. Donc, au dernier mois, je serai guéri. Si je vais faire mon bilan, ça sera un bilan positif maintenant. Donc, la CBC, c'est pareil. Le bilan, on dirait que c'est la représentation de la situation patrimoniale à une date donnée. Les représentations de la situation patrimoniale de l'entité à une date donnée. Okay? D'autres disent que c'est la photographie même de l'entreprise. Parce que le patrimoine, c'est l'ensemble des biens et des dettes. L'ensemble des biens, c'est quoi? Ce que possède l'entreprise. Et les dettes, c'est ce que l'entreprise doit à ses débiteurs, les actionnaires, les créanciers, même les banques. Donc, ça, c'est un peu le patrimoine. Donc, les biens et les dettes. Donc, en langage comptable, on va dire actif-passif. Donc, le bilan, c'est actif-passif. OK? Donc, le bilan, ce que vous ne devez pas oublier avec le bilan, c'est que ça doit toujours comporter une date. Un bilan qui n'a pas de date n'est pas fiable. On ne peut même pas l'exploiter parce que ça ne va pas nous servir à grand chose. Le bilan doit toujours avoir une date. OK? Dans le compte de résultat, donc c'est l'ensemble des charges et des produits. Parce que l'objectif de l'entreprise, c'est de réaliser des bénéfices, des profits. Donc, comment est-ce que l'entreprise va savoir à la fin de l'année si elle a fait un profit ou pas? Donc, c'est à travers ces charges et des produits. Les charges ici, c'est quoi? C'est ce qui approvissent l'entreprise. Par exemple, achat de marchandises. Donc, lorsque l'entreprise va faire des achats de marchandises, ça l'approvisse. Okay? Lorsque l'entreprise fait des ventes, maintenant, ça devient un produit. Donc, les produits doivent toujours être supérieurs aux charges pour dégager un résultat. Donc, le contraire, ce sera maintenant des pertes. Par exemple, si les charges dépassent largement les produits, donc l'entreprise sera en difficulté. Donc, le compte de résultat, c'est l'ensemble des charges et des produits qui mesure la performance d'une entité. La performance, c'est le résultat. Si c'est positif ou si c'est négatif. Une entreprise qui réalise des bénéfices est performante. Une entreprise qui réalise des pertes est moins performante. Okay? Donc, après le résultat, nous avons le TFT, qui est le tableau de flux de trésorerie, qui est un document qui permet de mesurer la variation de la trésorerie. En comptabilité, quand on parle de trésorerie, c'est la liquidité. C'est-à-dire que l'argent en banque est dans la caisse. Okay? Donc, ça permet de mesurer cela à travers les cycles financiers. Donc, vu que on n'est pas en formation, donc on ne pourra pas vous expliquer c'est quoi les financements, exploitation et investissement. Mais vous devez savoir que c'est un document qui permet de mesurer la variation. Quand on dit mesurer la variation, c'est entre très généralement deux périodes, le début et la fin. Tout de suite, si au départ, 5 millions dans notre banque, maintenant à la fin de l'année, on a 10 millions. Comment est-ce que ces 10 millions sont arrivés? Donc, c'est à travers le TFT qu'on peut l'expliquer. Donc, ça, c'est un peu lui et son utilité. Et enfin, nous avons les notes annexes. Dans les notes annexes, vous devez savoir que ce sont seulement des documents qui viennent compléter et détailler l'information contenue sur les autres états financiers, que ce soit le bilan et le compte de résultat. En quelque sorte, c'est comme le rapport narratif, quoi. Par exemple, si les postes du bilan, vous devez savoir que c'est regroupé. Par exemple, si nous prenons les actifs immobilisés, à l'intérieur de ça, on va par exemple trouver le matériel de transport. Donc, matériel de transport, peut-être qu'aussi on a un parking qui est un peu composé de plusieurs matériels de transport. Donc, automatiquement, donc, il faut avoir une note qui va expliquer le contenu de cela. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'est le but des notes annexes. Donc, aussi, ces notes ne sont pas obligatoires, elles sont facultatives. C'est-à-dire que les notes qui concernent ton activité, c'est ce que tu vas imprimer pour donner au service des impôts. Okay? Donc, ça, c'était un peu les états financiers. Donc, je pense que j'ai largement marché sur le temps. Nandi, si j'ai un peu de temps, vous pouvez me le dire. Vous pouvez présenter rapidement ça et comme ça on va procéder aux questions. J'ai déjà répertorié les questions, donc je vais vous les soumettre, vous allez les répondre. D'accord. Donc vous pouvez parler. D'accord, en 2 minutes. Donc, voilà. Donc il est important de savoir pourquoi nous faisons les états financiers, vu que c'est la finalité même de la comptabilité. Sans cela, tout ce qu'on a vu n'aurait pas de sens, parce qu'on ne va pas faire les états financiers juste par plaisir, ok? Les états financiers, pourquoi? D'abord, pour cela, il faut savoir à qui est destiné cet état financier-là. Donc, on va parler de destinataire ici. D'abord à l'État. Pourquoi l'État? Parce que l'entreprise est censée payer des impôts, ok? C'est même pas l'entreprise. Tous les citoyens payent des impôts. Vous et nous, on paye pourquoi les vignettes, l'assurance pour les véhicules, ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des impôts et taxes qu'on paye à l'État. Okay? Au niveau de l'entreprise aussi, c'est les impôts qu'il va payer. Par exemple, si c'est la société, il va payer l'impôt sur la société qui est 30%. Okay? Donc, état financier,
pour l'État. Parce que l'État doit savoir qu'est-ce que vous avez réalisé comme bénéfice pour savoir combien vous lui devez comme impôt. Par exemple, si vous avez réalisé un bénéfice de 10 millions dans l'année, donc l'État a 3 millions sur ces 10 millions-là. Okay? Maintenant, l'État aussi, pour qu'il puisse s'assurer que c'est réellement ces 3 millions-là, c'est ce que vous lui devez. Donc, lui, il a besoin de voir qu'est-ce que c'est réellement passé, le film de tout ce qui s'est passé pour arriver à ce résultat-là. Donc, vous n'allez pas vous présenter au impôt, seulement dire que bon, j'ai réalisé 10 millions. Donc, il faut venir avec les preuves et, et tout ce qui peut justifier cela. Donc, ça, c'est un peu ça. Donc, c'est les états financiers qui vont justifier cela. Okay? Donc, à côté de l'État, nous avons les banques ou la bourse. L'entreprise, toujours, surtout à ses débuts, est en besoin de liquidité. Donc, parce qu'il n'y a pas assez de fonds. Les apporteurs de capitaux n'ont pas assez de fonds. Donc, ils ont besoin d'argent. Donc, ils vont aller voir les banques. Donc, les banques vont les prêter de l'argent. Quand les banques prêtent de l'argent sur une base très matière sur les états financiers. Donc, ils vont prendre vos états financiers, lire ces états financiers pour voir réellement est-ce que votre entreprise est en capacité de payer le prêt qu'ils vont vous accorder. C'est un peu ça. Donc, ça, c'est un peu du côté des analystes financiers. Donc, côté des banques, nous avons les propriétaires, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de mettre leur argent pour créer l'entreprise. Parce que l'entreprise est créée pour générer des profits. Donc, eux aussi, ils s'attendent à ce qu'à la fin de l'année, il y a un bénéfice qui est là, qui vont se partager. Donc, ils ont besoin de voir réellement les états financiers pour se rassurer que c'est réellement ce que l'entreprise a généré comme bénéfice ou bien a généré comme perte, si vous voyez un peu. Donc, aussi, nous avons les partenaires financiers. Et, par exemple, l'État peut venir en aide à l'entreprise en termes de subventions. Surtout aussi les entreprises qui sont en difficulté et que l'État voit que c'est un grand pourvoyeur d'emploi, donc ils ne vont pas laisser cette entreprise tomber. Donc, ils vont lui venir en aide à travers des subventions d'investissement. Et enfin, il y a le greffe du tribunal de commerce qui est une obligation de l'OADA. Ouais, vous avez vu que depuis le départ, toute la contrôle que nous faisons, c'est au regard de l'OADA. Donc, l'OADA aussi veut que, à la fin de l'année, vous lui présentez des documents pour voir ce que vous avez réalisé comme bénéfice ou perte. Donc, c'est à travers ça qu'eux, ils vont regrouper ces informations pour faire leur classification. Par exemple, ils vont dire que la Côte d'Ivoire, les entreprises en Côte d'Ivoire ont été plus proliférantes que les entreprises au Mali. Parce qu'ils vont cumuler l'ensemble des valeurs ajoutées pour voir l'économie qui bouge le mieux. Donc, c'est un peu ça et les destinataires des états financiers. Donc, si vous comprenez tout cela, vous allez comprendre que la comptabilité, c'est vraiment quelque chose d'indispensable même dans la vie de non pas seulement de la société, même de la nation. Parce que tout le monde a sa part à gagner dedans. Même les salariés aussi ont un droit de regard sur les états financiers. Parce que moi, en tant que salarié d'une entreprise, je dois savoir si réellement mon entreprise est en train de générer des profits. Ça me met en l'aise. Mais si je vois que mon entreprise gère des pertes des années consécutives, donc il faudra que je cherche une porte de sortie parce que le bateau peut chavirer à tout moment et je vais perdre mon emploi. On voit un peu. Donc, la comptabilité, vraiment, c'est primordial, c'est incontournable. Tout le monde doit s'intéresser à la comptabilité, que vous soyez comptable ou pas, que vous soyez directeur d'entreprise. Donc, vous devez chercher vraiment à connaître la comptabilité. Et l'Académie de comptabilité est créée pour cela. Venez chez nous, on va vous apprendre la comptabilité, surtout la comptabilité pratique. Donc, ceci est la fin de ma présentation sur ce thème qui nous a réunis ce soir. Je vous remercie pour l'attente, la patience et on va essayer de répondre à vos questions maintenant. Nandi? Ok. Merci beaucoup, Monsieur Tanga. Merci pour votre brillante présentation. J'informe tout le monde que la formation de l'Académie des comptables se trouve sur la plateforme www.bigschool.com. Donc, vous y trouverez une panoplie de formations et que vous pouvez apprendre à distance. Donc, je vais vous soumettre les questions au fur et à mesure. D'accord. Donc, la première question, elle vient de Monsieur Salif Oudjila qui dit qui veut savoir si l'entreprise familiale peut être classée dans quelle classification en fait, par rapport aux différents statuts d'entreprise que vous avez cités. Il veut savoir dans quelle catégorie on peut mettre l'entreprise familiale. D'accord. Merci d'abord pour la question. L'entreprise familiale, il faut le mettre dans le cadre des entreprises individuelles. Voyez un peu.
très généralement, les conjoints peuvent créer une entreprise, une société même, et c'est ce qui est recommandé. Mais dès que ça devient familial, ça devient une entreprise individuelle. Donc c'est là un gros risque. Parce qu'en cas de, en cas de problème, si le conjoint, c'est-à-dire le mari, n'arrive pas à éponger les dettes, donc c'est la femme qui sera obligée maintenant de payer ces dettes-là. Donc ça, on ne conseille pas ça aux gens vraiment. Donc ce type d'entreprise, ça peut exister, mais au fur et à mesure, sur le long terme, c'est les entreprises qui auront toujours des difficultés. C'est très mal, les entreprises familiales, c'est trop axé sur la personnalité même de, de celui qui possède cette entreprise-là. Donc, en cas d'empêchement ou de décès, vous allez voir que cette entreprise va disparaître par le temps. Donc, ça, c'était, je sais si j'ai bien répondu à la question ou pas. Ok, merci beaucoup pour la réponse. On passe à la deuxième question. Et la personne veut savoir quels sont les logiciels à maîtriser pour bien comprendre la comptabilité. D'accord. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs logiciels sur le marché, mais le plus utilisé au Mali reste le logiciel Sage Comptabilité. Donc, en tant que comptable, vous devez au moins essayer de maîtriser le logiciel Sage Comptabilité. À côté de cela aussi, vous devez forcément maîtriser Excel. Excel, c'est pas que pour la comptabilité, mais dans le travail quotidien de comptable, Excel intervient dans la plupart des cas à plus de 50%. Donc, Excel devient un complément des logiciels. Donc, vous devez maîtriser ces deux-là, Sage Comptabilité et Excel. Donc, et à l'académie, la formation porte et particulièrement sur ces deux-là. Voilà. D'accord, merci. Il y a Madame Koro Tegana qui demande si on peut créer une entreprise avec son conjoint. Je crois que vous avez déjà répondu à cette question. On peut bel et bien Oui, oui. Mais ce n'est pas ce que vous aurez suggéré en fait. C'est bien cela. Voilà. Donc, la troisième question, elle est, est-ce qu'un comptable peut jouer le rôle du caissier? D'accord. Parfaitement, il peut jouer ce rôle-là. D'abord, vous devez savoir que le comptable, tout ce qui touche à l'argent, le comptable intervient dedans. Le comptable, il est RH, parce que c'est lui qui fait les salaires, s'il n'y a pas un département RH. Le comptable devient caissier s'il n'y a pas un caissier qui encaisse l'argent. Oui, très généralement, c'est le cas dans beaucoup d'entreprises. Lors du paiement, par exemple, c'est le comptable qui reçoit l'argent, qui fait le reçu, il donne les chèques et tout. Donc, le comptable, il peut bien faire ce travail-là, mais ça sera bien aussi de dissocier les tâches. Avoir un caissier. Un caissier, lui, son travail, c'est de recevoir et puis donner l'argent. Ouais, donc, mais lui, il n'est pas obligé de tenir la comptabilité. Voilà. Mais le comptable peut faire les deux en même temps. Même vendre. Les comptables, très généralement, les comptables, ce sont les vendeurs dans les entreprises. Donc, ils ont plusieurs casquettes à la fois, quoi. Ça dépend de là où vous vous trouvez. D'accord. La prochaine question, c'est en cas d'endettement, voilà, la personne veut savoir si on crée une entreprise avec son conjoint. En cas d'endettement, les biens du couple seront confisqués. Oh, oui. Ça, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. C'est-à-dire que si vous créez une entreprise individuelle avec votre conjoint, en cas de problème, c'est même pas seulement les biens de votre conjoint. Ça sera pour vous deux. Même si vous avez des enfants aussi, leurs biens, ça sera confisqué. Parce qu'il n'y aura pas de distinction. Il n'y aura pas de distinction. Voyez un peu. Et même ce problème, ça se pose au niveau des sociétés de personnes. Par exemple, si en cas de difficulté, les sociétés de personnes qui ont la qualité de commerçants, et ils ont une solidarité indéfinie qui est là. Donc, c'est là qu'ils vont voir entre eux qui peut solder les créances. Dès que cela est fait, lui, il va maintenant se retourner vers les autres pour se faire payer. Donc, ces deux types de sociétés de personnes et puis les sociétés individuelles, c'est pas du tout recommandé. Si vous avez la possibilité de créer une SA, mais si c'est trop compliqué, créer une SARL, vous pouvez directement faire votre travail. Ok. La dernière question, elle vient de M. Saï. Il veut savoir comment on nomme un gérant, comment se passe la nomination d'un gérant au niveau des SARL.
D'accord. Pour la nomination d'un gérant au niveau de la SRL, il y a deux possibilités. Lors de la constitution même de la société, on peut nommer le gérant. Et le gérant peut être quelqu'un de l'extérieur ou même un propriétaire de l'entreprise. Là, on va parler de gérant associé. C'est-à-dire que toi-même qui as créé ta société en SRL, tu peux devenir le gérant, que tu peux te programmer gérant. Vous voyez? Mais ça sera dans les statuts. Ou bien, si vous ne voulez pas cela, donc vous allez créer d'abord, et après cela, vous allez convoquer une assemblée, et maintenant discuter avec l'ensemble des propriétaires pour la nomination d'un gérant. Donc, très généralement, dans ce genre de cas, ça sera une personne extérieure même de l'entreprise. Donc, lui sera un gérant, mais il ne sera pas associé. Donc, lui, il va seulement percevoir son salaire chaque fin de mois. Donc, ça c'est la nomination d'un gérant dans les SARL. Même chose aussi, même dans les D'accord. SA. C'est le même type de nomination. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Tamboura. Je crois que c'est tout avec les questions. J'informe tout un chacun qui... C'est Tangara, Mohamed Ah, Tangara. Monsieur Tangara, excusez-moi, Monsieur Ouais. Tangara. J'informe tout un chacun que chaque vendredi soir, il y aura cette masterclass sur ce même canal Telegram. Donc, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et vous trouverez l'information de Monsieur Tangara sur notre plateforme www.beanschool.com. Et Monsieur Tangara, nous vous remercions beaucoup de nous avoir accordé de votre précieux temps et nous remercions C'est tout moi un qui vous chacun remercie pour l'opportunité. d'avoir écouté notre intervenant et je vous laisse clôturer avec vos derniers mots et on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Mes remerciements vont à l'endroit des participants qui ont vraiment donné leur temps pour écouter cette masterclass et à vous aussi pour l'organisation. Et je souhaite vraiment bon vent à Green School pour cette belle initiative. Merci à tous. Ouais.